Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie. Et Navy. Navy. Qui dort pas. On va essayer de... Ouais. Et Pierrot qui dort, on espère. On espère qu'il dort le reste de l'épisode. Oui. Allez, on clenche. Mon épisode est très long en plus. Et j'ai toujours la grippe. Oui. 2 semaines plus tard parce qu'on enregistre la même journée que l'épisode d'il y a 2 semaines. C'est vrai. Donc, c'est la même grippe. C'est la même journée. Donc là... t'as-tu un potin pour nous? Oui, j'ai un petit potin. Ah, vas-y donc. On en a tellement eu sur le verglas. Oui. Je t'en lis un autre. Vas-y. Ouais. De Annie, qui dit excellent résumé du verglas. En 1998, j'étais infirmière dans un hôpital à Montréal. La première journée du verglas, je suis rentrée au travail en pensant que j'allais préparer le souper, en pensant à ce que j'allais préparer pour le souper. Ah. Je suis rentrée chez moi 8 jours plus tard. J'habitais dans la couronne nord de Montréal. Les routes étaient impraticables, donc on ne pouvait pas quitter. Le nombre de patients augmentait et nos collègues ne pouvaient pas se rendre au travail pour prendre le relais. Mes collègues et moi faisions la file pour prendre une douche. On a campé un peu partout dans l'hôpital. Oh my God. On allait aider les gens qui se sont retrouvés dans notre établissement cherchant un endroit chaud. L'armée a frappé à chaque porte de Montréal, je crois. Ils sortaient des pauvres personnes à moitié gelées et les transportaient à l'hôpital. C'était une période très triste, mais la solidarité était là. Comme les banques n'avaient pas d'électricité, nous ne pouvions pas avoir nos salaires déposés. On allait à l'épicerie et il n'y avait plus rien sur les tablettes, que des cannes et produits secs. C'est vrai. On ne pouvait même pas payer avec une carte car il n'y avait plus d'électricité. Les marchands nous laissaient partir avec une pièce d'identité en espérant pouvoir se faire payer plus tard. Oh my God. Je me souviens d'un gérant d'épicerie qui a presque pleuré lorsque je suis retournée payer une facture quand l'électricité est revenue. Il a presque pleuré. Ben, c'est sûr que 99% des gens sont pas revenus. Non, c'est ça. Merci d'avoir couvert cet événement qui a touché, comme vous le dites, bien plus que des pannes d'électricité. Wow. Merci fou. pour ton travail et pour le travail de merci. tout le monde. 8 jours, genre un chiffre de 8 jours sans retourner chez toi. Qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? 8 jours plus tard. Hey! C'est fou! J'avais pas pensé à ça, les épiceries vides, puis tu peux pas payer avec... Si t'as pas d'argent cash, tu fais quoi? Les pauvres commerçants. Ah, ça va tellement plus loin. Tellement plus loin qu'une panne d'électricité. Ouais, c'est fou, là. J'avais même pas pensé à cet aspect-là. Moi non plus. Wow. OK. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Je te raconte l'histoire. Je l'ai pas traduit encore. Sûrement que rendu là, les gens ont cliqué, fait que t'as déjà traduit. Mais là, en ce moment, The Rolex Killer. OK. Tu connais? Non. Non? L'histoire est assez... Mais je sais que tu m'as dit que c'était pas le tueur qui portait des Rolex. Ben non. C'est pas le tueur. Les victimes. Que je vais penser à la traduction pendant que tu me racontes ça. Faut que tu sois toute là. Faut la suivre, celle-là. Okay, Elle dit ça, la suivre. Il a fallu que je la relise plusieurs fois. Puis j'étais là, OK, je me suis trompée. De nom, en tout cas. Ah, OK. J'essaie de suivre. J'ai un verre de vin pour m'aider. Mes sources, Murderpedia, Canadian True Crime, crimeandinvestigation.co.uk, The London Free Press, le documentaire de Rolex Killer de Real Stories. Et ça, c'est vraiment ce documentaire-là qui m'a beaucoup aidé parce que c'est les personnes qui étaient là qui ont vraiment donné des témoignages et des entrevues. Donc, c'est vraiment la source fiable. Ouais. Parce que j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai écouté plusieurs podcasts aussi à ce sujet-là. Et c'est fou comment tout le monde avait les mauvaises informations. Ah ouais. Quand t'entends mettons l'inspecteur qui était sur les lieux qui découvre un corps, qui parle versus ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, aucun rapport. Le jour et la nuit. Ah ouais. C'est vraiment ridicule comment les informations ont mal. Je sais pas parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe en Angleterre. Je sais pas si ça a juste été mal communiqué. Mais ça arrive vraiment souvent, là. Mais j'ai rarement vu de la misinformation comme ça. C'est fou. Bref, donc le documentaire vaut vraiment la peine. Il y a un film qui a été fait aussi sur cette histoire-là. J'ai pas réussi à l'écouter. Bon. T'as dit que c'était sur Prime, mais là, il fallait le louer ou l'acheter, puis ça m'a fait
Ça t'a fait chier. Ouais, fait que je paye déjà sur le poème, je vais pas comme acheter. Ouais. Excusez, une petite pétage de notes. Bon. Le matin du 28 juillet 1996, un pêcheur du nom de John Copic et son collègue naviguent la Manche, donc en Angleterre, sur la côte du Devon, un comté au sud de l'Angleterre. Lorsqu'ils remontent leur filet de pêche, ils remarquent qu'ils ont attrapé quelque chose de vraiment plus gros qu'un poisson. Oh. Un corps humain. Ugh. Les pêcheurs contactent les gardes-côtes qui transmettent l'information à la police. À l'autopsie, le médecin légiste Gian Fernando détermine que le corps appartenait à un homme âgé entre 40 et 50 ans et que, d'après le niveau de décomposition, le corps a été dans l'eau pendant environ une semaine. Le corps a beaucoup de blessures. Il y a des ecchymoses sur la hanche gauche, sur le bas de sa jambe, puis il y a une grosse entaille à l'arrière de la tête. Ses poumons sont évidemment remplis d'eau. OK. Mais qui est-il? Mhm. L'enquêteur de la police de Devon en charge de l'affaire, Ian Clenahan, trouve 2 indices pour l'aider à identifier le corps. 1, il y a un tatouage sur le dessus de la main droite. Et 2, il y a une montre Rolex de modèle Oyster Perpetual. OK. Je vais revenir là-dessus. Très important, le modèle. OK. C'est vrai. Moi qui me connais tellement en En Rolex. Moi, oui, quand même. Pas parce que j'en ai, mais parce que j'aspire à en avoir. Un collègue de Clenahan lui fait remarquer que si c'est une vraie Rolex, il y a un numéro de série à l'arrière qui est habituellement lié à son propriétaire. Ah, Donc, Clenahan contacte le magasin Rolex de Londres c'est dans mes hôtes. et le propriétaire, ils disent qu'ils ont à son dossier le numéro de série et le propriétaire de la montre s'appelle Ronald Joseph Platt. Sa dernière adresse connue est à Chelmsford, dans le comté d'Essex, à presque 5 heures de route d'où le corps a été retrouvé. OK. Clenahan appelle le propriétaire de la maison, puisqu'elle est louée à cette adresse-là. Mhm. Et l'homme, le propriétaire, l'informe que le locataire est bien Ronald Platt. Et il lui fournit aussi le numéro de téléphone puis l'adresse du co-signataire sur le bail du nom de David Davis. OK. Clenahan téléphone à Davis, qui lui confirme que Ron, c'est un bon ami à lui. Il demande aussi, il apprend la triste nouvelle concernant son ami, Mhm. mais Davis semble pas trop dévasté puis il pose pas trop de questions. OK. Il dit que la dernière fois qu'il a parlé à Ron, il demandait de lui prêter de l'argent pour aller s'ouvrir un magasin d'électronique en France, OK. parce que lui était réparateur de télévision. Aux dernières nouvelles, selon Davis, Ron est parti en France il y a plusieurs mois puis ils se sont jamais reparlé. Quelques jours plus tard, Davis, qui se montrait très coopératif jusque-là, il Mhm. répond plus à son cellulaire. Oh. Clenahan, il demande à un collègue de Londres qui s'appelle Peter Redman de se rendre à la résidence de Davis, qui est située juste à l'extérieur de la ville de Londres, pour voir ce qui se passe avec lui. Clenahan, lui, était à 4 heures de route à peu près de Londres. Fait que c'est pour ça, d'après moi, qu'il a demandé à un collègue d'y aller à sa place. Donc, en se rendant à l'adresse qu'on lui a donnée, Redman, il s'aperçoit que c'est un endroit très rural, puis il y a juste 4 maisons sur la rue. Et les maisons, elles ne sont pas identifiées. Alors, il cogne sur la première porte. OK. Il y a un couple âgé qui répond, puis Redman, il leur dit qu'il cherche la maison qui s'appelle Little London Farmhouse. Parce que... Il n'y a pas d'adresse, il y a un nom. Non, genre, c'est ça. cute. Mais en Angleterre, c'est vraiment fréquent Ah ouais. que les maisons aient des noms au lieu de numéros. Ah ouais. Oui, ça arrive vraiment souvent. Donc là, lui, il dit, Redman, il faut qu'il trouve Little London Farmhouse. Et là, le couple lui dit que la maison qu'il cherche, c'est la porte juste à côté. C'est comme 2 maisons collées, de duplex. Des jumelés. Jumelés. Mm. Je me trompe toujours entre duplex et jumelé. Donc, jumelé. Donc là, il dit, c'est la porte d'à côté. Eux autres, c'était Little London. Puis l'autre à côté, c'était Little London Farmhouse. Ça, faut que tu le saches. Donc, après ça, le vieil homme, il dit, qui tu cherches? Donc là, Redman, il dit, je cherche un David Davis. Et là, l'homme, il est un peu surpris, puis il dit, mais mon voisin, il s'appelle pas David Davis, il s'appelle Ronald Platt. Et qui est le corps qui a été retrouvé. Oh. Et il dit, il vit là avec son épouse, puis leurs 2 filles de 6 mois et 3 ans. Fait que là, vu que Redman, il se dit, mais là, Ronald Platt, il a été retrouvé mort dans la Manche. Puis aussi, son adresse qu'on connaît, c'est à Chelmsford, vraiment pas ici. Donc, comment ça peut être possible? Fait que là, il demande de décrire Ronald Platt physiquement. Puis là, il dit que c'est... Le couple dit que c'est un homme toujours bien habillé, qui a l'air d'avoir de l'argent. Il est super grand, il a les cheveux noirs, super charmant et américain. Donc là,
il se dit, mais ça, c'est la description exacte de David Davis, OK. qu'il a vu en photo. OK. Puis qu'il a parlé, fait qu'il a entendu l'accent américain, Exactement. j'imagine. Donc là, Redman rapporte sa découverte à son collègue Clanahan, qui ouvre immédiatement une enquête. Il y a quelque chose qui ne marche pas. À qui est le corps, pour vrai? Exactement. Donc là, Clanahan contacte le frère de Ron, le corps, qui l'identifie. Donc, c'est bien Ronald Platt, le corps. OK. Et il lui apprend aussi l'existence d'Helen Boyce. C'est l'ex-conjointe de Ron. Donc, il va la rencontrer, Helen, et elle est dévastée par la nouvelle de la mort de Ron. Et c'est là qu'il lui apprend un peu plus de détails sur qui était Ronald Platt. Donc, Helen et Ron ont vécu ensemble pendant 10 ans, mais leur relation s'est terminée en 93. Donc, 3 ans plus tôt. OK. Elle décrit son ex-conjoint comme un homme timide, attentionné, doux et solitaire, puis il travaillait comme réparateur de télévision. Hélène, elle sort aussi des photos de Ron sur lesquelles on voit la montre Rolex qu'elle dit qu'il portait en tout temps. Elle dit qu'il portait même dans la douche. Il était obsédé OK. avec sa montre. Il était vraiment fier. Et quand Clanahan demande à Hélène si elle connaît un David Davis, elle lui confirme qu'elle le connaît très bien. Elle l'a rencontré il y a 5 ans dans la galerie d'art où elle travaillait comme réceptionniste. Elle dit aussi lui avoir parlé il y a une dizaine de jours. Clanahan, il confirme à Hélène que lui, il a parlé à Davis il y a plusieurs semaines de ça. Ça veut dire que quand eux, ils ont parlé à Davis, ils ont annoncé que Ronald Platt était décédé. Ouais. Et lui, après ça, il a parlé à Hélène, puis il a même pas dit que Ron, son ex-conjoint, était décédé. OK, ouais. Fait que là, ça allume comme une petite cloche que pourquoi il a menti, tu sais. Et là, quelques jours plus tard, Hélène a reçu un appel de Davis. Et là, elle se dit... Ça, dans l'entrevue, elle dit, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que je joue le jeu? Est-ce que je le confronte? Puis elle dit, j'ai décidé d'y aller avec l'honnêteté. J'y ai demandé, je l'ai confronté. Pourquoi tu m'as pas dit que Ron était décédé? Fait que là, elle dit, écoute, on va aller prendre un café, puis je vais tout te raconter ça. Fait que là, ils se rencontrent dans un restaurant. Et là, Davis, il est en larmes. Et là, il explique à Hélène qu'il ne voulait pas lui faire de peine en y apprenant la nouvelle concernant Ron parce que de toute façon, ils étaient séparés. Et là, il sort son charme, ses belles paroles, blablabla. Mais là, Hélène, elle voit que ça semble être un acte. Genre, ça a pas là, de ses antennes sont allumées. Là. C'est ça. Ouais. Fait que là, elle joue tout de même le jeu, puis elle fait semblant de le pardonner, puis tout est beau. Dès qu'elle quitte le restaurant, elle fait la bonne chose, elle appelle la police. Yes. Elle dit, il y a de quoi qui marche pas avec ce gars-là. Fait que là, les policiers, ils peuvent maintenant arrêter Davis comme principal suspect pour la mort de Ron. Ils veulent l'interroger, mais ils doivent agir vite. Elle vient juste de l'appeler, ils viennent juste de partir du restaurant. Et là, Hélène, elle leur a dit que Davis est venu en train au restaurant. Donc, la police, sûrement qu'il va rentrer chez lui de la même manière. Donc, la police se rend à la gare pour l'arrêter lorsqu'il va rentrer. Il va descendre du train parce qu'ils ont son adresse. Malheureusement, il se rend à la gare, mais Davis, il se rend pas à la maison ce soir-là. Donc, sa propriété est mise sous surveillance. C'est Peter Redman qui est sur les lieux. Et là, il voit qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mais il attend les renforts parce que, tu sais, il dit dans l'entrevue, il dit, moi, je sais pas à qui j'ai affaire. Il dit, tu sais, il pourrait avoir une arme, être violent. Après tout, il est soupçonné de meurtre. Puis il dit aussi, il est américain. J'ai trouvé ça quand même drôle. Et là, à la maison, il y a un taxi qui arrive, qui se stationne dans l'entrée de Davis. Davis sort de la voiture, il essaie de se sauver, ça marche pas. Les policiers peuvent enfin l'arrêter et aller l'interroger au poste. Arrivé à la station de police, il fouille les poches de Davis et il trouve 2 pièces d'identité. Une au nom de David Davis et l'autre au nom de Ronald Platt. Donc là, c'est confirmé, ils comprennent que David Davis utilise l'identité de Ron. Mais c'est pas assez suffisant pour l'arrêter pour meurtre. Ouais, non, c'est ça. Donc, on a besoin de preuves. Redman et une collègue retournent à la résidence de Davis pour emmener puis interroger sa femme, Noël. Ça, c'est la femme de David Davis. Okay. Elle doit emmener ses 2 enfants avec elle. Donc, elle pacte un sac à couche pour son bébé. Elle a un bébé de 6 mois puis une fille de 3 ans. OK. Et là, le sac, il semble être vraiment lourd. Fait que là, la policière qui est là, elle dit « Hey, moi donc ça, ce sac à couche-là. » Elle l'ouvre à l'intérieur. Il y a des milliers de dollars en argent comptant, des pièces d'identité appartenant à Helen Boyce, l'ex-femme de Ronald Platt, et des lingots d'or. Tu sais, dans ton sac à couche.
Moi, j'ai toujours ça dans mon sac à Moi couche. aussi, 2-3, là, juste au cas où, tu sais, on sait Ah, jamais ouais, quand ouais. t'as besoin d'un lingot d'or. Allez, il l'amène au poste de police. Au poste de police, elle est interrogée. Et elle dit, il demande pourquoi tu as la pièce d'identité d'Hélène Boyce. Puis elle dit qu'elle l'a utilisée pour obtenir un traitement médical un moment donné. OK. On apprend aussi que Noël, c'est pas son vrai nom. Et que David Davis, c'est pas son nom. OK. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas avec la famille Davis. Ouais, non. Donc, le 31 octobre 1996, la résidence de Davis est fouillée de fond en comble. Il y a une vidéo qui a été publiée de la police. Tu vois, les policiers, comment est-ce qu'on appelle le chest cam, là? C'est Ouais, le body cam, là, ouais. body cam, ouais, qui est ça. Et ils retrouvent 25 000 livres sterling et 8 000 francs suisses en argent comptant. Oh. 17 lingots d'or. Des clés de casier de banque puis des cartes de crédit prépayées. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art valant plusieurs milliers de dollars. Oh. Il y a du cash. Ils saisissent aussi des boîtes et des boîtes remplies de factures, de reçus et de photos. Et ils trient tout ça pendant des semaines et des semaines. Et ils remarquent aussi qu'il y a plusieurs photos d'un voilier nommé le Lady Jane avec David Davis dessus. OK. Et là, c'est quand même important parce que le bateau pourrait être une bonne piste vu que la victime elle a été trouvée dans l'eau. Ah, ben oui. Mais on ne sait pas il est où ce bateau-là. Ils ont juste des photos, ils ont le nom du bateau. Et là, au poste de police, les enquêteurs sur l'affaire, ils ont, comme dans les films, tu sais, un gros tableau blanc avec genre toutes les... On voit, Ouais. il y a une reconstitution dans le documentaire, là, mais avec genre des flèches puis des trucs entourés. Puis là. Et sur ce tableau-là, il y a le nom du bateau, Lady Jane. Et là, par hasard, il y a l'inspecteur en charge des recherches qui rentre dans le local le matin pour être briefé sur l'affaire. Ouais. Et il voit le nom du bateau sur le tableau. Ouais. Puis il reconnaît le nom, puis il dit c'est quoi ça? Puis il disait c'est le nom du bateau du suspect. Puis il dit mais je l'ai vu ce bateau-là. Il dit moi aussi j'ai un bateau, Ah. puis je le sais il est où. Péradon. Oui. Fait qu'il Malade. dit, il retrouve les Lady Jane à la marina de Devon qui est aussitôt perquisitionnée. Et Devon, c'est le comté où le corps a été retrouvé. Ah ouais. OK. Sur le bateau, on retrouve Des lingots d'or. non, C'est fini. mais pire, il y a des cheveux et des traces de sang Oh. appartenant à Ron Oh, très louche. et un sac de plastique du magasin Sport Nautique avec les empreintes digitales de Ron dessus. Oh. Dans la tonne de paperasse aussi qui a été perquisitionnée à la maison Davis, on trouve un reçu du magasin Sport Nautique, le même que le sac. L'enquêteur Clenahan et un collègue se présentent au magasin Sport Nautique de Devon. Le propriétaire se souvient bien de l'Américain qui a acheté les items parce qu'il dit que ses achats étaient un peu étranges. Premièrement, il a acheté une ancre de bateau, mais l'encre, elle pèse 10 livres. Puis apparemment, il ne m'y connaît pas là-dedans, là, mais ce qu'il dit, c'est que c'est à peu près la moitié du poids nécessaire pour retenir un voilier de 24 pieds, qui est le Lady Jane. OK. Donc, ça marche pas. Et deuxièmement, il n'a pas acheté la chaîne pour attacher l'encre au bateau. Calisse. On s'entend qu'une encre sans chaîne... Ça fait juste couler dans le fond. Ouais. Puis dans le documentaire, ils disent aussi que le Lady Jane avait déjà une encre. Très louche. Tu me vois-tu nez? Oui. Les enquêteurs contactent les pêcheurs qui ont trouvé le corps de Ron pour savoir s'ils ont aussi trouvé une encre. Et ils réussissent à mettre la main sur l'encre. Ils disent que, dans le documentaire, ils disent qu'ils l'ont donné à un ami qui, lui, l'a donné à sa mère pour qu'elle le vende dans un car boot sale. Oh boy. Puis finalement, elle n'a pas réussi à vendre l'encre, fait qu'elle l'a rapportée chez elle. Puis eux, ils ont réussi à aller la chercher. Mais si elle avait réussi à vendre l'encre, on l'aurait plus jamais retrouvée. Ouais. Et l'encre va être très importante dans l'enquête. Oh. Fait que c'est fou, ce meurtre-là, parce qu'ils disent que c'est comme plein de coups de chance. Tu sais, le gars qui avait vu le Lady Jane, Ouais. l'encre, puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent. OK. Donc, ils mettent la main sur l'encre et ils l'envoient au laboratoire pour des tests. Le pathologiste compare l'encre aux blessures sur le corps de Ron. Match parfait. Ron a été bien assassiné avec l'encre, assommé avec l'encre derrière la tête. Il trouve aussi du zinc. Il y a une incision dans la ceinture de cuir que portait Ron. OK. Et il trouve du zinc dans cette incision-là. Ouais. Et c'est le même recouvrement de zinc qui recouvre l'encre. Ah. OK, ouais. Ça Encre. prouve que l'encre a été attachée à la ceinture Mhm. de Ron pour le faire couler.
Donc là, les enquêteurs font appel à un expert qui conclut que les courants de la Manche ne sont pas assez forts pour transporter un corps attaché à une ancre de 10 livres. Ce que ça veut dire, c'est que le corps a été retrouvé approximativement où ce qui a été jeté. Mhm. Donc, on a vraiment comme un périmètre assez précis Ouais. d'où c'est arrivé. Il vérifie ensuite le GPS du bateau. La dernière fois que le bateau a été utilisé, c'était le 20 juillet 1996 et il s'est rendu à 7 km environ de l'endroit où le corps de Ron a été repêché 8 jours plus tard. OK. On a maintenant beaucoup d'indices, mais rien encore d'assez concret pour Ouais. accuser officiellement Davis du meurtre de Ron. Ouais, c'est tout circonstanciel. Exactement. Ouais. Donc, sachant que Davis est américain, la police envoie les empreintes digitales de Davis à Interpol pour voir s'il n'y aurait pas des informations sur lui. Mhm. Et là, Et là, ça pop. ça va brasser. Ils reviennent quelques heures à peine. Ils reviennent vers eux. Puis d'habitude, ça prend des jours et des mois Mhm. avant qu'Interpol t'en revienne, Mhm. j'imagine. Et là, il leur vient red flag. Ils leur disent que l'homme qu'ils détiennent, il s'appelle pas David Davis. Il Ah, ça, s'appelle pas Ronald Platt. Ça, je non. m'en doutais que David Davis, c'était pas son vrai nom. Là. Il s'appelle Albert Johnson Walker. C'est le fugitif le plus recherché au Canada Oh! et le deuxième sur la liste internationale des personnes les plus recherchées par Interpol. Ça va, ouais. Il est recherché en tas. Eh. C'est qui ça, Walter? Je te raconte. Albert Johnson Walker. Walker. Ah, j'avais retenu Walker. Walter. Walker. Est né en 1945 à Paris, Ontario. Ah, parce que Paris, Ontario. Je savais qu'il y avait un London, Ontario, mais il y a un Paris, Ontario aussi. OK. Il est donc canadien. Mhm. C'est pour ça que j'ai le droit de faire Ben l'histoire. oui, pour ça que tu as le droit. Voilà. Sinon, ce serait interdit Interdit. par la loi des podcasts. De crime de bine. C'est notre loi à nous. Ouais, nous c'est ça. qui imposé ça. En 1968, il rencontre sa future femme, Barbara, et ils se marient 3 mois après leur rencontre, puis ils s'installent pas loin de Waterloo. Pendant les années qui suivent, Walker enchaîne les emplois. Il est commis chez Zellers, ouvrier, éleveur de bétail, vendeur d'assurance-vie, j'en passe. Il suit de nombreux cours aussi dans plusieurs domaines, comme la littérature, l'informatique et la gestion d'entreprise. OK. Bref, il se cherche. Ouais. Et on s'entend que quand tu te cherches autant que ça, l'argent ne rentre pas tant. Mhm. Donc, pendant ça, ça dure vraiment longtemps, sa recherche professionnelle. Et pendant ce temps-là, il devient père de 4 enfants. Il a 3 filles et un garçon. Une belle petite famille bien connue dans la communauté, surtout à l'église locale où Walker enseigne le dimanche. OK. Ça, c'est fixe. Il est très, très religieux. L'église, c'est sa vie. À la fin des années 70, Walker trouve enfin un emploi qu'il veut garder. J'allais dire meurtrier. Il est caissier dans une banque. Ah! Il trippe. Il aime tellement le domaine qu'il finit par lui-même se partir en affaires. Il ouvre une entreprise de comptabilité indépendante qu'il appelle le Walker Financial Services. En gros, il aide les gens à remplir leur déclaration de revenus. OK. J'imagine que c'est parce qu'il n'est pas comptable de formation. Ouais, fait qu'il peut pas... Il n'est pas allé à l'école là-dedans. Ouais. À moins qu'il ait suivi un cours là-dedans aussi, ça le dit pas nulle part. Je sais pas. Peut-être qu'il a suivi un cours, mais il n'y a pas le titre. Genre. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça dit qu'il aide les gens à remplir leur déclaration de revenus. OK. Après quelques années d'opération, il augmente son portfolio de services et de clients. Et ils ont maintenant 6 branches puis une 30aine d'employés. Et là, lui, il trippe. Et là, sa soif d'argent et de pouvoir augmente et augmente et augmente. Donc, il y a l'idée d'ouvrir une société holding d'investissement offshore à Grand Caïman, qui est une île des Caraïbes, sous le nom United Canvas Corporation. Et là, je vois ta face, j'ai joué à mon jeu préféré ce temps-ci. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer c'est quoi une société holding d'investissement comme si j'avais 10 ans. OK. Oui, Voici sa réponse. Imagine que tu as une tirelire qui garde pas ton argent, mais qui l'utilise pour acheter des choses qui peuvent rapporter encore plus d'argent. Par exemple, si tu achètes des bonbons, mais au lieu de les manger, tu les revends à tes amis. Fait que tu fais du profit. OK. Donc, une société holding d'investissement sert à posséder soit des parts dans d'autres entreprises, soit des choses qui prennent la valeur comme des immeubles ou des actions. OK. Ça dit, c'est comme si les adultes mettaient leur argent dans une grosse boîte, la holding, et cette boîte décide ensuite quoi acheter pour faire fructifier cet argent. OK.
Tu catches? Ouais. Voilà. Merci, ChatGPT. Walker fait donc la promotion de sa société offshore autour de lui et les gens commencent à lui confier leur argent pour investir et surtout pour sauver de l'impôt. Et le portefeuille de clients de Walker grandit à vue d'œil. En 90, il y a un couple d'amis, ça c'est quand même drôle, qui demande à Walker de les aider à vendre des terrains qui leur appartiennent. Et là, tu vas me demander, a-t-il sa licence de courtier immobilier? Aucune maudite idée, ça le dit nulle part. Écoute, je sais pas. Bref, il met en vente les terrains qui se vendent finalement pour près de 9 millions de dollars. Hey. Et là, les amis de Walker sont vraiment heureux, puis ils décident d'investir tous leurs profits qu'ils viennent de faire dans la société de Walker, offshore. Mhm. Et là, Walker prend évidemment l'argent, mais au lieu de l'investir comme convenu, il détourne les fonds vers des comptes offshore personnels. Mhm. Et là, il se gâte. Vêtements de couture, voyages d'affaires en première classe, des hôtels de luxe, une Jaguar, et j'en passe. Et personne ne s'inquiète vraiment du luxe dans lequel il vit parce qu'ils se disent, crime, sa compagnie, elle doit bien aller. Ouais, c'est ça, ça roule. Parce que tout le monde autour de lui a quand même investi. Fait Mhm. qu'ils se disent, ah, Mm. ça va bien. Fait que mon argent doit bien aller aussi. Ouais. Et là, à ce moment-là, il s'enfle la tête, et il a beaucoup trop confiance en lui, et il se met même à avoir des maîtresses, dont apparemment la femme du pasteur. Oh! Rumeur non fondée. Ouh! Et là, c'est pas clair dans l'histoire si Barbara a découvert les maîtresses ou si Walker y a dit, mais ils se ramassent en thérapie de couple pendant plusieurs années. OK. Parce qu'ils veulent, ils ont quand Mhm. même 4 enfants, ils essayent d'arranger Ouais. tout ça. Malheureusement, ils finissent par divorcer, ça fonctionne pas. Divorce qui se passe pas très bien. Et là, ils se battent en cours pour la garde des 4 enfants. Pendant les procédures de divorce, Walker est arrêté parce qu'il aurait tenté de rentrer par infraction chez Barbara. Oh. Barbara porte quand même pas plainte, alors il est relâché. C'est comme OK, le père de ses ouais. enfants. Mais on s'entend que ça aide pas son cas devant la cour. Non. Donc, en cours, pour se faire valoir, Walker, il fournit des lettres écrites à la main par ses 4 enfants, dans lesquelles on peut lire les raisons pour lesquelles ils préfèrent rester avec leur père plutôt qu'avec leur mère. Mon cœur de mère a déchiré quand j'ai entendu ça. Des batailles de parents de même. Ah, ça là. doit C'est être la horrible. pire chose pour les enfants. Puis en plus, ils là. mettent les enfants entre les deux, tu sais. Oui, c'est ça. Ah. Entre autres, Sheena Walker, qui a 15 ans, a dit dans sa lettre qu'elle aurait plus de liberté, moins de chicane et plus d'affection si elle vivait avec son père. Imagine, t'entends ça. Bref, la bataille va durer jusqu'en novembre 90, donc plusieurs mois. Les parents finissent par obtenir la garde de chacun 2 enfants. Ils splitent en 2. OK. Les 2 plus âgés vont avec Walker et les 2 plus jeunes, dont Sheena, vont avec Barbara. Quelques mois plus tard, les gens qui ont investi avec Walker dans sa société, ils commencent à poser des questions sur leur rendement, leur investissement, ouais. genre what's up. Ouais. Et Walker répond toujours d'une manière un peu évasive, une réponse qui a un peu pas de sens. Ça va super bien. Ça va super bien. Ouais. Le 5 décembre 90, Walker il emmène sa fille de 15 ans, Sheena, en voyage. Puis il laisse les 3 autres enfants avec Barbara. Walker et Sheena s'envolent en première classe vers Londres, en Angleterre, pour 2 semaines. Les 2 semaines passent. Ils reviennent Pas pas. de nouvelles de Sheena, ni de Walker. Barbara appelle la police. Elle connaît son ex, elle capote un peu. Ils mettent les recherches, on essaie de trouver Barbara, mène à rien. Et là, non seulement Sheena a disparu, Walker a disparu et Sa les fille. millions de dollars Ah oui, aussi. sont où? Attends, est-ce que je peux dire Vas-y. qu'est-ce que je pense? Vas-y. Que celle qui jouait sa femme, en fait, c'est sa fille. Je te dis pas. Des mois avant son départ, il a vidé tous les comptes puis il a converti l'argent en lingots d'or. Il savait clairement qu'il allait pas revenir. Mais il me semble des lingots d'or, là. Mais je suis pas professionnelle. Si vous êtes professionnel en lingots d'or, il me semble que c'est pas pratique. Tu sais, genre, tu veux changer ça pour de l'argent, tu veux que... Mais je pense que c'est plus côté transport. Tu veux te transporter de l'argent. Ouais, parce que si tu transportes un sac plein de cash à l'aéroport, ils vont peut-être te le flag. Je sais pas si ils peuvent flaguer des lingots d'or. Mais sûrement aussi. Mais c'est vrai que ça doit prendre moins de place que... C'est lourd. Ouais, Je sais pas ça vaut combien le lingot d'or. Pas professionnel ici, là. Non, ouais. Si vous êtes professionnel en lingots d'or, envoyez-nous vos informations. Dites-nous. OK. Voilà. J'ai réussi à endormir des vies. Ah, bravo. Avec les tonnes de plaintes reçues, l'unité des délits commerciaux de la GRC et la brigade anti-racket
je savais pas que ça existait, de la province, de la police provinciale de l'Ontario, monte un énorme dossier sur Albert Walker. C'est d'ailleurs, c'est un peu triste, grâce à ce dossier que Barbara, elle apprend qu'il avait contracté une deuxième hypothèque de 70 000 sur leur maison Oh, ça, avant c'est leur divorce. chien. Elle savait pas. Il est parti avec des millions, puis il a mis une autre hypothèque sur sa maison. Donc là, Albert Walker est désormais un fugitif extrêmement recherché. Mhm. En Angleterre, Walker s'affaire à trouver de nouvelles identités pour sa fille et lui. Et c'est là que le fameux David Davis naît. Mhm. Sheena, elle, adopte le nom de Noël. Noël Je le savais. Davis. Yes. Prêt à commencer leur nouvelle vie, ils s'installent dans la région du North Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Ils se font discrets, puis ils sortent rarement de la maison, sauf pour aller à l'église. Quelques mois plus tard, en 91, Walker rencontre Ellen Boyce Mhm. dans la galerie d'art où Ellen travaille. Walker il se présente sous le nom de David Wallace Davis, apparemment. Ils discutent d'art, puis jasent de tout et de rien pendant 1h30. Et là, Hélène mentionne à Davis que son mari, Ronald Platt, aime beaucoup l'Amérique, surtout le Canada, et qu'il veut déménager un jour. Mhm. Et les deux hommes finissent par se rencontrer, ça clique, ils deviennent super amis, blabla. Walker parle à Ronald de sa nouvelle société d'investissement Cavendish Corporation, qui est en train d'ouvrir ici en Angleterre. OK. Il recommence. C'est ça. Il y en a pas assez d'avoir crossé du monde Mais non, au Canada. ça marche. Ouais. Pourquoi y arrêterait? Donc, il finit par offrir à Ron et Hélène chacun un emploi à sa société, mais pas n'importe lequel. Il offre les postes de direction. OK. Que vous allez être les directeurs de ma compagnie. Il OK. vient juste des rencontres. Et là, ils disent pourquoi c'est pas toi le directeur de ta compagnie. Et là, ils montent une grosse histoire, comme de quoi son ex-femme, c'est une avocate vraiment successful à New York et qu'elle est vraiment avare, greedy, Mhm. et qu'elle veut toujours plus de pension pour leurs enfants et que là, si c'est lui qui est le directeur de la compagnie, il va avoir un plus haut revenu, fait que là, il va venir chercher son argent, nanana, fait qu'il essaie d'éviter ça. OK. Il remonte un gros bateau, Mhm. tout de la merde. Et là, finalement, il croit. Puis il accepte son offre. Hélène, elle, sa job, est en charge du développement de la société en Europe. Donc, elle voyage un peu partout, puis elle doit trouver des propriétés à acheter qui semblent être de bons investissements. OK. Étrangement, il n'en achète jamais. Ah. Mais elle en trouve, OK. mais il les achète jamais. Hélène a dit qu'elle reçoit souvent des gros montants d'argent de la part de Walker, puis il demande de les transférer dans des comptes bancaires offshore. Mais Hélène, elle pense que l'argent sert aux investissements. Ouais. Mais en réalité, elle est en train de blanchir l'argent des clients canadiens de Walker en signant son propre nom sur les transferts. Pas câble, le gars. Fun fact, on retrouvera jamais cet argent-là. Ah, ouais. Pendant ce temps-là, en Ontario, la société Walker Financial Services est déclarée en faillite avec 2,8 millions de dollars de créances. Mhm. Et il est aussi établi que Walker a réussi à détourner 3,2 millions de dollars avant de disparaître en Angleterre. Ça en fait un tas des lingots d'or, ça, si tu veux moi. Ouais, hein? Ça vaut combien, un lingot d'or? J'ai pas googlé. La police de l'Ontario inculte Walker de plusieurs chefs d'accusation, dont vol, fraude et blanchiment d'argent. Walker devient l'homme le plus recherché au Canada et le deuxième sur la liste internationale des personnes les plus recherchées par Interpol. Pendant ce temps-là, en Angleterre, ça se passe super bien. Ben oui. Noël 92 arrive. Walker invite Hélène et Ron à venir célébrer Noël chez lui. Il leur présente sa fille Sheena, et qui est Noël, Ouais. qui leur semble très timide, peu jasante. Après le souper, Walker donne une carte de vœux à Hélène et à Ron. Et dans la carte, il y a une offre. Il leur dit « Votre cadeau Noël, je vous aide à réaliser votre rêve de déménager au Canada. Je vous paye 2 billets aller simple pour le Canada. Mais il faut que vous partiez d'ici février 92, et qui est dans 2 mois. » OK. Fait que là, le couple, il hésite un peu parce que c'est dans 2 mois. Ouais. Genre, tu déménages de l'autre côté de l'océan. Ouais. Et ils aiment aussi leur travail chez Cavendish Corporation. Les autres, ils trippent. Ils veulent pas perdre leur travail. Mais là, Walker a tout prévu. Puis il leur explique qu'ils peuvent garder leur poste au sein de la compagnie tout en opérant du Canada. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est laisser derrière eux une pièce d'identité comme un permis de conduire et un certificat de naissance et à créer un tampon en caoutchouc avec leur signature pour que s'il y a des documents signés pour la corporation, ils peuvent juste... Tu sais, lui, il peut juste utiliser les tampons. Fucking illégal, on va se le dire, mais ça, il dit pas. Fait que lui, il est là.
Crissez votre camp, puis nous, on prend vos identités. Exactement. Puis eux autres sont là. OK. OK. Mais tu sais, Ouais. lui, c'est vraiment un beau parleur. Ah, puis, c'est sûr qu'il est tu sais, manipulateur ah ouais. as fuck. Tu sais, Hélène, dans le documentaire, tu sais, elle dit, tu sais, je connais pas ça, moi, les affaires. Elle dit, tu sais, puis je le croyais, là, il est vraiment bon dans ce qu'il dit. Tu sais, je la crois à 100%. Mais oui. Nous autres aussi, ça serait peut-être fait avoir. 100%. Ben, laissez mon certificat de connaissance peut être tampon de ma signature, non. Mais bref. Février arrive, Hélène et Ron partent pour leur nouvelle aventure, direction Calgary. Oh! Maintenant, on se demande pourquoi il a exigé qu'ils partent aussi rapidement? Parce que Sheena, qui est Noël, est enceinte. Non. De lui? Ah, c'est... Ah. Ça... Écoute. Le problème, c'est que quand elle va accoucher... Ah, puis elle a 2 enfants, tu l'as dit tantôt. Oh. Le problème, c'est que quand elle va accoucher, elle pourrait pas aller à l'hôpital parce que Noël Davis, elle n'existe pas. Ouais. Et parce que si elle s'enregistre en tant que Sheena Walker, ben là, il va y avoir des red flags partout. Interpol va être là. Allô? Interpol, coucou. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'une nouvelle identité? Fait que là, c'était ça son plan. Maintenant qu'Hélène et Ron sont partis au Canada, laissant derrière eux leur permis de conduire, certificat de connaissance et leur signature, Walker prend l'identité de Ronald Platt. Et Sheena, elle prend pas l'identité d'Hélène Boyce, mais elle prévoit utiliser ses documents quand elle va accoucher. Donc, c'est ainsi qu'Albert Walker, 47 ans, et sa fille enceinte de 18 ans sont passés de David Davis et sa fille Noël à Ronald Platt et sa femme Noël. Au Canada, Hélène et Ron, ça va pas. On a fait frais à Calgary. Hélène, elle déteste la température canadienne. Elle déteste pour mourir. Et elle a de la misère à s'adapter. Elle n'a pas de permis de travail. Elle peut pas travailler. Ron n'y arrive pas à se trouver un emploi. Ça va pas. Il n'arrive pas financièrement. Il se chicane. C'est difficile sur le couple. 5 mois plus tard, Hélène elle revient en Angleterre parce qu'elle est demoiselle d'honneur pour le mariage de sa sœur. Okay. Et Walker est aussi invité à ce mariage-là parce que c'est un ami de la famille maintenant. Et là, Hélène lui annonce qu'elle ne retourne pas au Canada. Okay. Et qu'elle reste en Angleterre et qu'elle et Ron sont séparés. Mais que Ron, lui, il reste au Canada parce que lui, c'était son rêve, le Canada. Pas tous les mêmes rêves, mais lui, c'était ça son rêve. Donc, il reste à Calgary. Donc, là, problème. Très gros problème. Ouais. Walker doit agir vite. Sa fausse identité est compromise. Donc, quelques jours à peine après le mariage de la sœur d'Hélène, Walker déménage avec sa fille/femme dans le comté de Devon. Et il donne pas sa nouvelle adresse à Hélène, qui peut maintenant juste le contacter sur son site. Okay. Septembre 93 arrive. Sheena/Noël accouche d'une petite fille. Et là, sur son certificat de naissance, la petite fille s'appelle Emily Platt. Donc, pas Davis ou Walker. Son nom de famille serait dit Walker. Et les parents sont indiqués comme étant Helen Boyce et Ronald Platt. OK. Ça marche tout pas. Non. Au bout d'un certain temps, la famille déménage encore. Ils s'en vont dans le comté d'Essex, à 5 heures de route. Et ils louent une maison sous le nom de Ronald Platt. La maison s'appelle Little London Farmhouse. L'année suivante, en 94, le vrai Ronald Platt, ça va pas. Ça va toujours pas au Canada. Lui, après le départ d'Hélène, il a essayé de déménager à Vancouver, mais ça allait pas non plus. Vancouver, c'est encore plus cher que Calgary. Ouais. Et là, il est complètement fauché. Il n'a pas le choix de retourner en Angleterre. Ça va pas. Mais là, en Angleterre, il revient. Mais là, il n'y a pas un sou. Il n'y a nulle part où aller. Il peut pas contacter Hélène, comme c'est son ex. Fait que là, il contacte son bon vieux chum, David Davis. Donc là, David Davis, a.k.a. Albert Walker, a.k.a. Ronald Platt numéro 2, se montre super généreux envers Ronald Platt numéro 1 et l'aide à s'installer dans la ville de Reading à 2 heures d'Essex. Donc, Ron s'installe dans un appartement qui est co-signé par Walker et se trouve un emploi. Quelques semaines plus tard, fouille-moi pourquoi, il démissionne puis il déménage dans la ville de Chelmsford, qui est à 9 minutes d'où Walker habite. Oh. Donc là, ça devient dangereux parce qu'on se rend compte qu'il y a 2 Ronald Platt qui utilisent les mêmes papiers dans la même ville. Mais encore une fois, David Davis, il se montre super généreux envers son chum, puis il co-signe la location de son ami.
pour une nouvelle maison à Chelmsford. En décembre 1995, Walker invite Ron à fêter Noël avec sa famille. Classique. Et là, note, OK? Ron, il connaît David Davis et Noel Davis en tant que père et fille. Ouais. Donc là, je sais pas comment est-ce qu'ils ont expliqué l'enfant. Ouais, sûrement, genre, elle a eu un chum, puis ils se sont laissés. Je sais pas. Mais l'enfant est pas... Je sais pas. Et là, ce Noël-là, c'est la dernière fois que Sheena voit Ron. OK. Janvier 96 arrive. Sheena donne naissance à sa deuxième fille, du nom de Lily, qui reçoit aussi le nom de famille Platt. Et apparemment que les voisins de l'enfant disent qu'il est le portrait tout craché de son père. Et qui est son grand-père. Plusieurs mois passent, mais là, ça devient encore plus en plus dangereux pour la famille Walker parce que il y a 2 Ronald Platt qui habitent dans la même place. Donc là, Walker doit trouver une solution. L'été 96 arrive. Il loue une petite maison dans le comté de Devon pour y passer l'été avec sa famille. Et là, il dit je vais pouvoir être plus près de mon bateau, je vais pouvoir passer un bel été. Et là, on connaît la suite. Ouais. Le meurtre de Ronald Platt survient. Et là, la famille passe quand même un super bel été, rentre à la maison en septembre. Octobre 97, donc 13 mois plus tard, comme 1 an et 1 mois plus tard, il est arrêté pour le meurtre de Ronald Platt. Et là, la mère de Sheena, Barbara, est contactée au Canada. Ouais, on a retrouvé ta fille. Elle prend immédiatement l'avion pour aller voir sa fille. Oui. Et ses 2 petites filles. Oh my God, elle devait capoter. Mais genre, tu sais, elle devait vraiment être heureuse d'avoir retrouvé sa fille. Là. Tu sais, elle savait même pas si elle allait la retrouver un jour en vie. Ouais, tu sais, tu t'attends comme... pas. Le procès. Le procès devant jury commence en juin 98 à Exeter, dans le comté de Devon, en Angleterre. Walker plaide non coupable du meurtre de Ron Platt. OK. La défense soutient que Ron s'est suicidé parce qu'il était déprimé après avoir échoué sa nouvelle vie au Canada. Il s'est suicidé en s'accrochant après une encre. Oui. OK. Ben, en même temps, ça se fait. Tu peux t'accrocher une encre pour être sûr de te noyer. Ouais, mais c'est quand même... C'est intense. Ouais. Genre, si tu Une veux des souffrir. pires façons de mourir. Là. Ouais. La couronne, elle, présente les témoignages d'experts et de 55 témoins, en plus de centaines de pièces à conviction. Le seul obstacle à un verdict de culpabilité, c'est que personne n'a vu Ronald Platt sur le Lady Jane ou à la marina ce jour-là. Mais la couronne réussit à prouver la date et le lieu. Et là, c'est grâce à la montre Rolex que portait Ron qu'on a pu savoir à quel moment exactement il est tombé dans l'eau. Parce que le modèle Rolex Oyster Perpetual, j'ai fait des recherches, ça a un temps d'autonomie de 40 heures. Ça veut dire qu'après 40 heures d'inactivité, la montre cesse de fonctionner si elle n'est pas portée ou remontée. Donc, si elle ne sent pas qu'il y a un mouvement, ça ne bouge pas. OK. Ça s'arrête. Lorsque le corps de Ron a été repêché, la montre indiquait 11h30 du matin le 22 juillet. C'est à ce moment qu'elle s'est arrêtée. Donc, si on remonte 40 heures avant ça, ça tombe le 20 juillet 96. Selon les relevés de cellulaire de Walker, il était dans la zone où le corps de Ron a été retrouvé le 20 juillet. Aussi, Sheena, 22 ans alors, elle doit témoigner contre son père. Ouf. Ça n'a vraiment pas été facile. Ça, je me demandais, es-tu dans le documentaire? Non, on la voit jamais. Ah ouais. Puis même dans le... Il y a une photo d'elle, jeune, mais même quand elle a témoigné, elle était derrière un truc. Oh my God, pauvre petite fille. Ouf. Elle témoigne, puis elle confirme qu'elle et sa famille étaient bien en vacances tout l'été 96 sur la côte du comté de Devon. Elle dit que son père était avec elle à tous les jours, sauf une fois, qui est sorti pour une journée seule en bateau, puis il est revenu super tard, puis il est revenu tout mouillé. Ben, elle se souvient pas de la date exacte, mais elle se souvient d'un détail qui s'avère important. Elle se rappelle que la veille de la journée du bateau de Walker, il préparait ses affaires pendant qu'elle écoutait la télé. Elle regardait la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta. Oh! Cette cérémonie-là a eu lieu le 19 juillet 96. Donc, ça prouve que Walker était sur son bateau le 20 juillet, le lendemain. Elle raconte aussi que son père l'a contacté de la prison quand il était arrêté pour la convaincre de ne pas témoigner. Puis, il a demandé de mentir pour lui. Et elle dit aussi que pendant les années qu'ils ont vécu en Angleterre, il a utilisé l'hypnose pour la manipuler.
pendant tout ce temps-là. Donc là, il est maintenant évident que Sheena, elle a été victime d'un contrôle coercitif. Un contrôle coercitif, je te lis la définition, c'est de la violence psychologique qui est exercée dans une relation pour dominer, manipuler et isoler l'autre personne. Le but est d'y enlever son autonomie, son indépendance, puis son sentiment de liberté. Et ça se fait en isolant la personne, en la surveillant constamment, en prenant le contrôle de ses finances, en la menaçant, en l'intimidant, en la dévalorisant et en lui imposant des règles vraiment strictes. Au Royaume-Uni, c'est reconnu comme un acte criminel depuis 2015. Ah. Et là, l'histoire, c'était avant ça. Ouais. Et au Canada, c'est pas encore reconnu comme un acte criminel, mais ça a l'air qu'on y travaille. OK. Malheureusement pour Sheena, c'est ça, le contrôle coercitif, c'est pas encore considéré comme une infraction pénale en Angleterre à l'époque. C'est... Donc, elle a témoigné et ensuite, Walker témoigne. Il a 52 ans à ce moment-là. Et là, beau parleur qu'il est, il tente d'attirer la sympathie du jury. Il dit « Je sais que je suis un voleur, un menteur, un fugitif », parlant de ses infractions au Canada, mais c'est pas ça le sujet de ce tribunal-là. Et il nie avoir tué Ronald Platt. Quand il s'est fait arrêter, à la base, il a dit aux policiers que la dernière fois qu'il avait vu Ron, c'était plusieurs mois auparavant, puis il disait qu'il était parti en France, il avait emprunté de l'argent, puis qu'il était parti en France, puis il ne s'est pas reparlé depuis. C'était ça sa version des faits. Mais là, ce jour-là, au tribunal, il y a une nouvelle version. OK. Il dit que quand il était en vacances à l'été du 96 à Devon, il a demandé à Ron de l'aider à vendre son bateau. Mais Ron était malade, donc il n'a pas pu l'aider. Et 2 jours plus tard, il a texté que... il aurait écrit... Pas texté. Ça n'existait pas le texte, ça. Mais Ron, il aurait dit qu'il partait en France finalement. Fait que c'est pour ça qu'il était comme fâché parce qu'il dit, ben là, t'étais malade, puis finalement, tu t'en vas en France. Fait que c'est pour ça qu'il se serait pas revu. OK. Il confirme que la journée du 20 juillet, il était bien sur son bateau, mais Ron n'était pas avec lui. Il était en France. Après le témoignage de Walker, il y a beaucoup d'autres preuves qui sont présentées au jury. Et là, on apprend que Walker et sa fille ont commencé à se faire passer pour mari et femme, et que Sheena a donné naissance à 2 enfants qui appellent Walker papa et non grand-papa. Et là, est-ce qu'on va finalement savoir si Walker est le père des 2 enfants? La réponse est non. OK. On saura jamais... Le sujet n'a jamais été abordé tout au long du procès. Sûrement pour protéger les pauvres enfants, parce qu'à un moment donné, ils sont déjà bouleversés. Puis poursuivre une accusation d'inceste, ça va probablement faire plus de mal que de bien. D'autant plus que leur père/grand-père, il est déjà accusé de meurtre. À un moment donné, on va leur donner un petit break. Quand Walker on lui a posé la question, il dit que Sheena... Ils n'ont pas posé la question s'il était le père des enfants, mais ils ont demandé pourquoi tu as fait passer Sheena comme ta femme et non ta fille. Puis il a dit que Sheena était gênée d'être une jeune fille célibataire enceinte. C'est pourquoi ils ont décidé de se faire passer pour un couple marié pour éviter les commentaires et les questions. Ce qui, à l'époque, peut quand même... Tu sais, il fallait être marié pour avoir des enfants avant. Ouais. Après 2 heures de délibération, le jury reconnaît Albert Johnson Walker coupable du meurtre premier degré de Ronald Joseph Platt et est condamné à 25 ans de prison. Bon. 7 ans plus tard, le 22 février 2005, Walker est transféré dans une prison canadienne où il doit répondre aux accusations de fraude, de vol et de blanchiment d'argent. En 2007, il est condamné à Kingston, en Ontario, à 4 ans de prison pour 20 accusations de fraude et à 1 an de prison pour violation de la loi sur les faillites et l'insolvabilité, auquel il a plaidé coupable. Et il purge sa peine au pénitencier de Kingston. En 2021, en juillet, il fait une demande de libération conditionnelle. Et là, il change son histoire encore une fois. Il dit que sur son bateau, il avait vraiment invité Ron, puis que Ron y était venu. Mais ils se sont un peu chicanés, ils se sont bataillés. Puis, ce qui explique les cheveux et le sang sur le coussin qu'ils ont trouvé. Et que là, Ron serait tombé par accident. Avec une encre accrochée. Ouais. Et là, quand on lui demande pourquoi tu as une nouvelle version de l'histoire aujourd'hui, puis tu avais une nouvelle version de l'histoire la dernière fois et tu avais une version de l'histoire la première fois, il dit que c'est à cause que sa mémoire est un peu défaillante. La commission, elle le croit pas. Non.
En 2023, il présente une demande de semi-liberté pour participer à un programme expérimental de prévention des rechutes de 60 jours qui s'appelle Choices. Choix. La commission lui accorde, mais il surveille de vraiment très près. Et en février 2024, donc il y a 1 an, Ouais. Il a demandé une autre semi-liberté qui est refusée. OK. Donc là, Albert Johnson Walker est toujours en prison aujourd'hui en Colombie-Britannique à l'âge de 79 ans. Donc OK. il va sûrement Mourir en prison. Pour ce qui est du cas d'inceste, il n'a jamais été prouvé ou discuté publiquement du fait qu'Albert Walker est le père des enfants de sa fille. Cette phrase-là me m'écoeure. Cependant, il y a plusieurs indices qui mènent à croire que c'est bien le père. Lorsque les policiers ont fouillé son domicile, ils ont trouvé la lingerie érotique puis des photographies qu'ils ont décrites, et je cite, d'un genre qu'on s'attend normalement pas à voir entre un père et sa fille. Il y a aussi un ami des Walker qui a dit que Walker partageait une chambre avec sa fille de 15 ans, puis qu'elle semblait être sous son charme. Dans la lettre que Sheena a écrite au tribunal au début de l'histoire, quand il se battait pour ceux qui entendent, Pierrot est réveillé. Oui, Pierrot est réveillé, excusez. Dans la lettre que Sheena avait écrite pour le tribunal pour dire qu'elle voulait vivre avec son père au lieu d'avec sa mère, ça disait « Mon père me montre régulièrement beaucoup d'affection et nous sommes très proches. Walker a aussi procuré des pilules contraceptives à Sheena à l'âge de 14 ans. Il y a un autre détail étrange, c'est pas vraiment rapport, mais ça n'en dit long sur le personnage. Walker aurait payé pour que la grande sœur de Sheena se fasse poser des implants mammaires quand elle avait 16 ans. Arc, c'est normal. Oui, Pierrot. Touristé. Ouais, c'est dégueulasse. Ah. Je veux dire, j'ai rien contre les implants mammaires, mais genre que ça vienne du père, c'est comme... À 16 ans? Fuck, à 16 ans? Non, c'est non. C'est jeune, 16 ans, je trouve. Puis tu sais, Sheena était tellement isolée en Angleterre, je veux dire, elle avait pas de contact avec personne d'autre, là. Il la gardait complètement, tu sais, comme... Excusez, Pierrot, il s'amuse, là. Il a son opinion à dire là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, genre, qui d'autre qu'elle aurait vu, genre, elle avait pas d'intimité avec personne, là. Non. Fait que on s'entend que le non-dit, c'est cas d'inceste. Ben oui. Mais ça n'a jamais été confirmé nulle part. Tu sais, les pauvres enfants, je veux dire, donnez-leur un break, là. La pauvre Sheena. La pauvre Sheena. C'est ça, sûrement que... Tu sais, pour que ce soit prouvé, il faudrait qu'elle ait comme l'envie, la force de faire un procès d'inceste. Genre, ce serait gros pour elle, puis lourd, puis... Mais je sais pas si, mettons, elle pourrait le poursuivre aujourd'hui. Mais tu sais, ça ne servait à rien parce qu'il est déjà en prison, mais... Vu que... Ah, ben non, au Canada, ça marche pas. Parce que le contrôle coercitif, maintenant, c'est un acte criminel en Angleterre. Mais pas ici. Ouais. Mais en même temps, ça s'est passé en Angleterre. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas. C'était l'histoire du Rolex Killer. Hey, ben c'était... C'est fou parce que c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a tellement de choses... Tout le monde dit dans les entrevues que ce meurtre-là aurait été le meurtre parfait si ça n'avait pas été de la montre. C'est pour ça qu'il s'appelle The Rolex Killer. S'il avait pris le temps d'enlever la montre Rolex du poignet de sa victime, chef de police, il a dit... attends, je l'ai écrit ici. Il a dit en entrevue que sans la montre, il n'aurait jamais été capable d'identifier le corps et ils auraient classé l'affaire comme un accident non résolu. C'est pour ça qu'on dit que ça constitue le crime presque parfait. C'est ça, il n'aurait pas pu identifier le corps, puis il n'aurait pas pu identifier l'heure et la date de la mort. Et qu'il aurait comme tout pas pu prouver ça. Exactement. C'est ça. Parce qu'il y avait un tatou sur la main qu'on voyait sur quelques photos. Puis, je pense que je ne l'ai même pas dit. Le tatou sur sa main, c'était une feuille d'érable canadienne. Oh! Il aimait vraiment le Canada, c'est pour ça qu'il voulait absolument... Ah, je l'ai même pas dit. Il voulait vraiment... Mais là, tu l'as dit. Il était pas trop tard. Je l'ai dit. Il voulait vraiment faire sa vie au Canada. Il a vraiment essayé. Il tripait sur le Canada. Il aurait dû rester au Canada, le pauvre. Oui. Oh my God. Regarde ça. Mais c'était vraiment une bonne histoire. Puis je l'avais jamais entendu. Puis c'était plein de rebondissements et de surprises. On s'attend pas à de l'inceste dans cette histoire-là. Non, oui. Qui est non confirmé, fait qu'on peut pas dire. Mais je pense que oui. Là. Entre toi et moi. Entre toi et moi. Puis toutes vous autres. Nos millions d'auditeurs. Nos milliards d'auditeurs. Donc voilà. C'était l'histoire trépidante des Walker Davis Platt. Bon, merci. Plaisir. Pierrot, tu vas aller Jerry? Bon, Navy est réveillé aussi. Ouais, là, les deux bébés sont réveillés, fait qu'on va arrêter l'enregistrement là parce que ça va s'en venir chaotique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de
nous écrire. On aime ça quand vous nous écrivez, Oui, oui. vous parlez. De nous suivre, Même si de des fois, parler de nous à ça vos prend du amis, à temps. vos collègues. Oui. Oui. Merci beaucoup et passez une belle semaine. Oui, à la prochaine. Bye! Bye! Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!